rencontre avec Philippe Forest dans le cadre de notre édition de Toulouse consacrée au thème de l'espace. On va évidemment en reparler avec lui. Une invitation assez inattendue. Nous avons des auteurs de science-fiction qui parlent d'extraterrestres, de soucoupes volantes, d'aliens, etc. Votre présence était plus inattendue, donc on va parler du pourquoi de cette surprise qui tourne évidemment autour de votre dernier roman, Le chat de Schrödinger. Alors Philippe Forest, vous êtes professeur de littérature à l'université de Nantes, après avoir été professeur dans différentes universités britanniques. Vous êtes co-rédacteur en chef de la NRF, la Nouvelle Revue Française, et vous avez publié de nombreux justement essais littéraires sur les avant-gardes, etc. Et vous êtes l'auteur de 5 romans, dont les 4 premiers, donc avant le chat de Schrödinger, les 4 premiers, L'enfant éternel, Toute la nuit, Sarinagara, Le siècle des nuages, ont été catalogués, ou alors vous avez été favorable à ce catalogage dans l'école, dans le mouvement de l'autofiction. Vous avez participé à des colloques sur cette question-là. L'autofiction, donc le roman du jeu, J-E. Est-ce que, et soudainement, quand on voit ce titre et son contenu, mais pas totalement, on en reparlera bien sûr, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours partie prenante de ce mouvement, ou est-ce que vous avez pris des distances par rapport à ce mouvement? Est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans ce qu'on qualifie d'un mouvement très français aussi, d'autofiction? Moi j'ai toujours eu le sentiment de n'appartenir qu'à moitié en fait à ce mouvement, mais par opportunisme, pour être tout à fait honnête. J'ai effectivement accepté qu'on me range à l'intérieur de celui-ci, parce que la plupart des observateurs de la vie littéraire disent, et je crois que c'est juste, que le surgissement de l'autofiction a été un des faits majeurs de la vie littéraire française depuis une vingtaine d'années. Mais je me considère comme très éloigné des autres auteurs de l'autofiction, et peut-être de plus en plus éloigné, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait votre singularité? Dans les derniers livres, en tout cas, c'est la volonté de ne pas m'en tenir à l'énoncé de ma propre vie, mais d'essayer d'élaborer quelque chose de fictionnel, de poétique, voire de philosophique, à partir de quelque chose qui reste malgré tout un texte qui est gagé sur l'expérience personnelle. Il y a un noyau autobiographique qui, depuis mon premier roman, L'enfant éternel, est présent, et qui continue à être présent même dans Le chat de Schrödinger. On peut, je pense, le dire, oui. L'enfant éternel tournait autour de la disparition, et qui reste toujours un thème central, parce que c'est ce que vous dites, ce trou béant, ce trou je prenais une phrase de votre dernier livre, ce trou transparent de l'épaisseur, dans l'épaisseur des choses. Donc la disparition de votre petite fille à l'âge de 3-4 ans d'une douloureuse maladie, et donc cet événement terrible est devenu presque un point d'ancrage, paradoxalement, dans votre travail. Oui, j'ai écrit à partir de cette expérience, et je continue à écrire à partir d'elle, même s'il s'agit de ne pas être dans le ressassement morbide, mais d'essayer, dans la fidélité à cette épreuve, de continuer à parier sur la fiction comme possibilité de survie, en fait. Voilà. Donc cette expérience-là, elle est au cœur de mes 2 premiers romans, L'enfant éternel et Toute la nuit, mais elle continue à irradier en quelque sorte dans des livres comme Sarinagara, qui est pourtant un roman qui se passe au Japon. Oui. Où vous avez séjourné. Voilà, et donc où je me tiens un peu en retrait. C'est vrai que ce qui fait ma spécificité par rapport à d'autres auteurs d'autofiction, dont je déplore ou condamne un peu parfois le narcissisme, c'est que dans ces livres dont je suis le narrateur, je me tiens toujours un peu en retrait. C'est une autre expérience que la mienne qui se situe au premier plan, donc l'expérience de l'enfant malade dans L'enfant éternel, ou donc dans les romans les plus récents, des récits qui sont très éloignés de moi, donc qui se déroulent au Japon, par exemple dans Sarinagara, ou alors dans Le siècle des nuages, c'est toute l'histoire de l'aviation, et ici donc la physique quantique. Donc il n'y a pas une exhibition, disons, de ma propre personne au premier plan, comme c'est le cas chez d'autres auteurs d'autofiction. Il y a une volonté de retrait, je crois. Alors, le Japon, vous avez séjourné,
l'aviation, admettons, mais vous conviendrez avec moi quand vous attendez pas forcément, pas vraiment, sur le terrain de la physique quantique. Alors, quelle a été cette rencontre? Bien sûr, vous allez nous dire qui est d'abord, enfin pas d'abord, mais vous allez faire comme vous voulez, mais donc le chat de Schrödinger, donc Erwin Schrödinger, 1887-1961, l'un des grands physiciens de ce XXe siècle, moins connu qu'Einstein évidemment, mais qui va avoir l'intuition de l'ADN par exemple, pour situer quand même son importance. Pourquoi Schrödinger? Comment ça vous est tombé dessus? Comment vous êtes approprié ce matériau? Il est vrai que c'est un choix qui déroute un certain nombre de lecteurs, donc il faut que les lecteurs acceptent de me faire confiance et de rentrer dans le livre, à l'intérieur du livre, de s'égarer même dans le livre. Moi, c'est ce que je demande à un livre. Quand je lis un livre, il n'y a rien que je déteste davantage que de savoir dès la première page ce vers quoi il va me conduire. Donc j'aime les livres à l'intérieur desquels on se perd, et j'essaye de faire des livres à l'intérieur desquels le lecteur à son tour se perd ou s'abîme. Donc il faut me faire confiance, il faut accepter de rentrer dans le livre, et là on va comprendre. Mais j'ai oui, parce que, on va revenir à Schrödinger, mais c'est vrai que le choc est rude au départ. C'est fait exprès. J'imagine. C'est pour dissuader les lecteurs paresseux. Non, mais en même temps, je ne devrais pas dire ça, parce que du coup, ça va décourager éventuellement les bonnes voix. On va remédier à ça, ne vous inquiétez pas, on va remédier à ça. Le livre est né, en fait, non pas de la lecture d'ouvrages consacrés à la physique quantique, mais de l'expérience qu'il relate, c'est-à-dire, en fait, l'histoire d'un type qui est dans son jardin, dans une maison qui se trouve pas très loin de la mer, sans qu'on sache vraiment où, et qui, un soir, voit arriver un chat, et qui se demande d'où ce chat a bien pu venir, qui il est, dans une certaine mesure, et surtout de quel message il est éventuellement porteur à son intention. Et à partir de cette expérience-là, qui constitue quand même la ligne directrice d'un livre, dont le pitch, comme on dit, est très simple, c'est un chat qui arrive et qui repart, donc on ne peut pas m'accuser d'avoir fait trop compliqué. C'est un an avec un chat. Voilà, un an avec un chat, l'année du chat, en quelque sorte, ça aurait pu être le titre du livre aussi. Et donc à partir sur cette trame-là, ou à partir de cet événement, qui est vraiment un événement minuscule, donc est venu entrer en résonance donc cette théorie à laquelle Schrödinger a attaché mon nom. Et donc je sens bien que vous voulez que je... Mais exactement, bravo. Donc vous avez lâché le mot théorie. Voilà. Ce n'est pas vraiment... Alors, conte, fable, métaphore, canular... Non, c'est une fable un peu au sens de La Fontaine, et déjà dans l'esprit de Schrödinger, c'est-à-dire, bon, pour essayer de le dire, mais à chaque fois que j'essaie d'expliquer la chose, je ne suis jamais certain d'y parvenir tout à fait. Et en même temps, c'est normal. Vous êtes obligé quand même. C'est normal parce que je rapporte cette anecdote dans le livre. Un physicien, justement un grand physicien, faisait une conférence sur la physique quantique, et à la fin de sa conférence, il s'adresse à son auditoire en disant « Si j'ai été clair, c'est que je me suis mal expliqué ». Voilà. Donc la seule manière d'être fidèle à l'obscurité de la chose, c'est d'être soi-même un peu obscur. Bon, j'y vais. Oui. Et donc Schrödinger fait ce que tous les scientifiques font, c'est-à-dire un scientifique, c'est quelqu'un qui fait des observations et qui, à partir de ces observations, essaye de construire des modèles, des images, et des modèles mathématiques notamment, pour rendre compte de ces observations. Et éventuellement pouvoir reproduire les phénomènes auxquels ce modèle est censé s'appliquer. Donc Schrödinger fait ça pour la physique atomique, pour le monde même subatomique, le monde des particules, donc les atomes, les électrons, les protons, les neutrons, etc. Il construit donc une équation qui s'appelle l'équation d'onde, qui aboutit à un résultat apparemment aberrant, qui est le suivant. Il faut considérer qu'une particule dans le monde subatomique peut être simultanément dans des états qu'on dit superposés et qui sont contradictoires, c'est-à-dire être une chose et le contraire de cette chose. Par exemple, un atome peut être en même temps désintégré et pas désintégré. Donc c'est assez compliqué à accepter, puisqu'une telle affirmation va complètement à l'encontre du principe de non-contradiction sur lequel, depuis Aristote, repose la philosophie et la pensée. Il faut qu'une chose soit elle-même ou son contraire, mais elle ne peut pas être en même temps elle-même et son contraire. Or, paradoxalement, c'est ce à quoi aboutit l'équation d'onde que Schrödinger met à jour pour rendre compte du fonctionnement ondulatoire en fait, des particules. Et on passe en chat en se disant que le chat n'est qu'un amas d'atomes. Voilà, et alors donc la question c'est de savoir comment on peut concilier cette vérité, enfin je mets le mot vérité entre guillemets, qui concerne le monde subatomique, avec l'évidence du monde
macroscopique du monde classique, normal dans lequel nous vivons. Et est-ce que ce qui vaut pour les atomes vaut également pour les êtres vivants? Et Schrödinger, lui, ne le croit pas. Et donc il invente une petite fable, qui est la fable du chat de Schrödinger. Il dit, on va mettre dans une boîte un atome qui est dans un état instable et qui a une chance sur deux de se désintégrer. On installe dans la boîte un compteur Geiger qui va repérer la radioactivité ou l'absence de radioactivité consécutive à la désintégration ou non de l'atome, et ce compteur Geiger va être lui-même relié. Et vous voyez que ça commence déjà à devenir un peu délirant. Le compteur Geiger va être lui-même relié à un marteau monté sur un ressort, susceptible de s'abattre sur une fiole contenant un poison très volatile. Et donc, selon que l'atome se désintègre ou pas, le compteur Geiger actionne ou pas le marteau, et le marteau brise ou pas la fiole, et donc le poison s'évapore ou ne s'évapore pas. Et donc, on met dans la boîte un chat, et on ferme la boîte. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand l'observation a lieu, on peut déterminer dans quelle situation est l'atome. C'est seulement tant que l'observation n'a pas lieu qu'on est dans cet état d'hésitation, d'indétermination, de superposition. Et donc Schrödinger dit, s'il est vrai, et je l'ai démontré par mon équation, que l'atome est en même temps désintégré et pas désintégré, alors il faut croire aussi que le chat est en même temps mort et vivant. Voilà. Et j'y suis arrivé. Oui, ce qui rend évidemment perplexe, puisque jusque-là nous étions dans la grande question d'Hamlet, être ou ne pas être, et soudain nous voilà plongés dans une formulation inverse, être et ne pas être. Voilà. Est-ce possible? Et a-t-on le droit de passer d'une hypothèse liée à la physique quantique à une hypothèse consacrée à notre vie de tous les jours, à notre vie d'être humain? Alors, Schrödinger, qui était un personnage étrange, lui... Est-ce que cette translation est fondée? Lui, il avait l'intention de démontrer par l'absurde, en fait, qu'une telle extrapolation était inconcevable. Donc, en fait, c'est justement parce que pour lui, il allait de soi qu'un chat ne pouvait pas être en même temps mort et vivant, que la petite fable qu'il racontait, donc il y avait pour enjeu donc, de démontrer que ce qui vaut pour le monde atomique ne vaut pas pour le monde macroscopique dans lequel nous vivons. Mais le sel de la chose, c'est que après lui, des physiciens, des philosophes se sont emparés de la fable qu'il avait inventée pour au contraire affirmer que la physique quantique démontrait donc qu'une chose peut être en même temps elle-même et son contraire. Et c'est ce qui a permis donc, à certains physiciens, dont un certain Everett, dont je parle également dans le livre, de déduire donc de l'hypothèse de Schrödinger, à contrario de cette hypothèse, ou à contrario des intentions de Schrödinger lui-même, que nous vivions dans un monde fait d'univers parallèles dans lesquels un chat peut être simultanément mort et vivant, puisqu'en fait toute réalité se dédouble à l'infini, et le monde dans lequel nous vivons n'est que l'une des versions parmi les millions et les milliards de versions de la réalité qui existe simultanément. Et nous faisons ainsi le lien avec cette édition de Toulouse-Livre, puisque Everett, scientifique, mais devenu le maître en pensée de nombreux auteurs de science-fiction, en amenant sur la place publique la question des univers parallèles. Et mon livre, de ce point de vue-là, est d'une certaine manière, je crois, un livre de science-fiction. En tout cas, c'est un livre de fiction qui repose sur une spéculation scientifique. Mais c'est, je dirais, un livre d'homme-fiction. Pour moi, tout est fiction de toute manière. Donc, c'est un peu la conclusion du livre. C'est-à-dire, nous sommes des êtres de fiction, des êtres qui n'appréhendons la réalité qu'à travers les fictions que nous fabriquons, que ce soit des fictions scientifiques ou des fictions poétiques. Et mon désir, c'était justement de faire dialoguer fiction poétique et fiction scientifique. Ce qui n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Hein. Oui, parce que, pardon, vous auriez pu vous contenter, à partir de la découverte de ce travail de Schrödinger et d'Everett, justement de faire cette translation dans le monde d'aujourd'hui, mais vous teniez visiblement à faire se dialoguer le travail des scientifiques et une implication dans notre monde, dans nos questionnements à nous. Oui, je tenais à faire ça. C'est une sorte de conte philosophique en fait qui fait dialoguer. Très original de fait.
Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose dont je n'ai jamais vu l'équivalent chez un autre écrivain, mais tout à fait, on se trompe souvent. On croit parfois être original, et puis après on s'aperçoit que ce qu'on a fait a déjà été fait par un autre. Hein. Comme disait La Bruyère, tout est déjà écrit, et plus de 7 millions qu'il y a des hommes qui pensent. Et est-ce que ça vous embête si je vous dis que donc cet ouvrage qui, à prime abord et dans les premières pages, peut paraître extrêmement complexe, se résume en fait à quelque chose d'extrêmement simple, c'est avec cette expression « faisons comme si », qui est d'ailleurs figure dans votre livre. Tout à coup, c'est le livre des « faisons comme si ». Oui, non, faisons comme si, donc le mot des savants, justement, le mot des enfants, le mot des poètes. On a l'impression que vous vous saisissez de cette expression pour partir dans une longue méditation. Non, ça me convient tout à fait. Et faisons comme si nous comprenions la physique quantique, même si nous n'y entendons rien du tout. Hein. C'est aussi quelque chose qui est nécessaire à l'entrée dans ce livre. J'avais été très frappé par un texte d'Aragon dans lequel il commente Alice au pays des merveilles. Il y a notre chat, le chat de Cheshire, oui, pour moi, qui est également dans votre livre. Pour moi, le livre demande à être lu comme un conte, comme une fable, c'est-à-dire il est plus proche de Lewis Carroll que de Schrödinger. Et donc Aragon, à propos plutôt à travers le miroir, la suite des aventures d'Alice, commente ce mot d'Alice qui à un moment dit « let's pretend ». Alors, le verbe to pretend n'a pas le même sens en anglais que prétendre en français, ça veut dire faisons semblant, faisons comme si. Et effectivement, les enfants qui inventent la littérature, en quelque sorte, l'inventent sur le mode de ce jeu-là, qui est aussi le mode de la fiction chez les très grands écrivains, Proust, Joyce, qui vous voudrez. Et il me semble que c'est également la démarche du scientifique. Parce que le scientifique, enfin bon, ça se discute, c'est un débat épistémologique qui est compliqué, mais le scientifique, en réalité, il ne dit pas ce qu'est la réalité. Il ne dit pas la réalité est composée d'atomes, par exemple. Il dit tout se passe comme si la réalité était composée d'atomes. Donc il pose une hypothèse, il pose un comme si, et à partir duquel il arrive à fabriquer des centrales nucléaires, des bombes atomiques, etc. Mais il ne se prononce jamais véritablement sur le fond de la chose. Ce qui fait qu'il y a une sorte de, comment dire, j'allais dire de scepticisme, d'incrédulité, mais ce n'est pas le mot que je cherche, de prudence, disons, de la part du scientifique, du vrai scientifique. Ce sont les gens qui ne connaissent qu'approximativement la science, qui s'en font une idée fausse, qui pensent que la science dit le vrai sur le réel. Non, elle construit des images, comme le fait le poète sur la réalité. Et justement, je voulais lire juste quelques lignes concernant Niels Bohr, qui était un autre grand scientifique physicien. Une anecdote fameuse, pour montrer aussi la variation de ton qu'il peut y avoir dans votre livre, dont vous nous lirez quelques extraits. Une anecdote fameuse rapporte la visite à Niels Bohr que lui fit l'un de ses disciples, un peu indigné de remarquer que le foyer du grand physicien s'ornait d'un fer à cheval en guise de porte-bonheur, et faisant observer à celui-ci qu'il était étrange qu'un esprit positif tel que le sien puisse accorder foi à une superstition si puérile, s'attirant cette réponse imparable de la part du savant, Bohr lui déclarant « Il paraît que cela marche, même si l'on n'y croit pas. » Voilà. Moi j'aime beaucoup Niels Bohr, et je pense que c'est plutôt de ses thèses à lui que de celles de Schrödinger que je suis en réalité proche dans le livre. Enfin, donc ce chat, à partir donc dans ce dialogue entre les savants et les sciences dures et les rêveries douces, justement, l'arrivée de ce chat dans ce jardin, un soir, donc cette apparition en forme de chat là aussi, hein, est-ce que c'est un chat? Oui, non, enfin, le chat et son contraire, enfin en tout cas. Un chat ou un anti-chat? Ou un chat ou un anti-chat, puisque le chat du Cheshire, notamment, vous l'appelez un anti-chat. Voilà. Donc, en fait, une espèce d'ensemble de notations, de moments de conscience. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de lire ce livre comme si on passait une nuit d'insomnie. En fait, avec où se mêlent donc les échelles, on passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit, où se mêlent les stades de l'éveil,
on parle de mémoire, des souvenirs, de la rêverie, et puis les âges, on parle de l'enfance, de l'âge adulte, voilà. On passe comme ça, enfin voilà. Ah oui, une nuit d'insomnie ou une sorte de rêve aussi, mais je crois, c'est assez banal, mais c'est vrai aussi, je crois que la création littéraire ou la création artistique d'une manière générale a beaucoup à voir avec le rêve. C'est un rêve dans lequel on se dédouble, on est le dormeur et on est celui qui surplombe ce dormeur et qui veille sur lui en sachant que ce qui se passe n'est en réalité qu'un rêve. C'est une conception baroque qu'on trouve exprimée chez beaucoup d'auteurs, et notamment chez Shakespeare. C'est la fameuse phrase dans La Tempête, nous sommes de l'étoffe dont sont faits nos songes, et notre petite vie un somme la parachève. Mais il y a un peu de cette conception baroque du monde dans le livre, avec tout ce que ça suppose comme incertitude justement sur la réalité et sur nous-mêmes, sur notre propre identité. Donc j'ai voulu rêver ce rêve, et effectivement, vous avez tout à fait raison, et l'une des caractéristiques du rêve, c'est qu'il produit un univers qui est extrêmement fluctuant, et à l'intérieur duquel toute chose, et même soi-même, est susceptible de se métamorphoser en autre chose. Vous voulez nous faire entendre alors, je vais lire un extrait de cette rêverie? Je vais lire un peu du début, enfin... Attraper un chat noir dans l'obscurité de la nuit est, dit-on, la chose la plus difficile qui soit, surtout s'il n'y en a pas. Je veux dire, surtout s'il n'y a pas de chat dans la nuit où l'on cherche. Ainsi parle un vieux proverbe chinois à la paternité incertaine, du Confucius, paraît-il. J'aurais plutôt pensé à un moine japonais, ou bien à un humoriste anglais, ce qui revient à peu près au même. Je crois comprendre ce que cette phrase signifie. Elle dit que la sagesse consiste à ne pas se mettre en quête de chimères, que rien n'est plus vain que de partir à la chasse aux fantômes, qu'il est absurde de prétendre capturer de ses mains un chat quand nul ne saurait discerner, même vaguement, sa forme absente dans l'épaisseur de la nuit. Mais Confucius, si c'est de lui qu'il s'agit, ou bien le penseur improbable auquel on a prêté son nom, n'affirme pas que la chose soit impossible. Il dit juste que trouver un chat noir dans la nuit est le comble du difficile, et que le comble de ce comble est atteint si le chat n'est pas là. J'ouvre les yeux dans le noir de la nuit, des lignes, des taches, des ombres, le scintillement d'une forme qui fuit, quelque chose qui remue dans un coin et envoie ses ondes ricocher au loin vers le vide qui vibre. Puis je vais lire l'apparition du chat. Oui, avec plaisir. Je saute le passage psychotique, mais il ne faut pas que le lecteur le saute. Quand? À l'heure où, comme on dit, tous les chats sont gris. Le soleil couché, des nuages masquaient la lune et les étoiles, recouvrant tout le ciel, capturant ce qui lui restait de clarté. Il est apparu quelque part dans un coin du jardin, disons près du grand genêt presque sec, à 2 pas du lilas, dissimulé dans un pan d'ombre, là où à l'angle, dans le renfoncement, l'obscurité paraît un peu plus profonde qu'ailleurs. Je dis que je l'ai aperçu, mais en vérité, quand on n'a pas fait encore connaissance avec eux et que la prudence les tient toujours un peu à l'écart des humains, on ne voit jamais les chats, du moins pas distinctement. Du regard, on attrape seulement le mouvement qu'ils font quand ils fuient, la trace qu'ils semblent laisser dans l'air où ils passent en partant. Si bien que c'est ce mouvement qui vous signale qu'ils étaient là, mais une fois qu'ils n'y sont plus, alors qu'ils ont déjà quitté les lieux pour de bon. Quelque chose a bougé par là-bas, une forme qui dévale du sommet d'un arbre, détale sur l'herbe, se faufile derrière un massif, saute sur la pente d'un toit plus bas que les autres, puis, s'aidant de cette courte échelle, passe par-dessus le mur. Puis, plus rien. On se dit que ce devait être un chat. Je dis qu'il est apparu, mais c'est allé un peu vite. Dire le contraire serait plus juste. Aussi illogique que cela puisse paraître, avant même de l'avoir vu arriver, on voit d'abord un chat s'en aller. La règle souffre très peu d'exceptions. Sa disparition précède son apparition. On assiste au départ d'un chat avant d'avoir été témoin de son arrivée. C'est ainsi que cela commence, par la fin, comme pour cette première fois. Lorsque, sans en avoir au préalable remarqué la présence, j'ai vu quelque chose s'évanouir dans le noir. Mais ce n'était pas le soir. D'ailleurs, cela ne se passait pas dans le jardin. Et ce n'était pas tout à fait la première fois. Ou peut-être si. Il faudrait d'abord s'entendre sur le sens de tous ces mots. Ce n'est pas que j'invente, c'est juste que je ne me rappelle pas. Ou plutôt, que je ne parviens pas à décider laquelle de ces premières fois, qui ont eu également lieu, devrait être considérée comme la première de ces premières fois.
Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...